Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par les techniques de l'ingénieur sur le thème Chercher, trouver, comprendre l'intelligence artificielle générative au service de la veille scientifique et technologique. Nous allons être ensemble pendant environ 1 heure. Vous pourrez poser vos questions à notre intervenante dans le module de chat et nous les traiterons pendant le dernier quart d'heure de ce webinaire. Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Véronique Mesguich. Véronique, vous êtes consultante, formatrice en veille, en intelligence économique et en management de l'information. Vous êtes ex-coprésidente de l'ADBS, qui est l'Association des professionnels de l'information. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je cite le dernier qui est paru en juin 2024 chez l'éditeur Debook et qui s'intitule Rechercher l'information stratégique sur le web. Vous avez également rédigé de nombreuses fiches pratiques pour les techniques de l'ingénieur. Je vous en remercie. Donc ce webinaire fait partie du cycle de lancement des parcours pratiques. Je vous en reparlerai à la fin de ce webinaire, mais voilà, je tenais aussi à vous remercier parce que vous avez beaucoup participé à l'élaboration de ces parcours pratiques, en particulier du coup ceux sur la veille. Voilà, alors je vous laisse la parole pour environ 45 minutes. Vous allez nous parler de l'intelligence artificielle au service de la veille. Merci Donatienne, bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci de m'accueillir, merci d'être venus si nombreux, on sent que c'est un sujet qui passionne, l'IA. Ça fait l'IA générative, parce qu'on va voir que ce n'est pas la seule IA. L'IA générative a fait irruption dans nos vies numériques il y a un petit peu plus de 2 ans avec l'arrivée de ChatGPT. Et depuis, il y a eu énormément d'évolutions. Donc, on va essayer en 45 minutes de dresser un peu les grandes lignes de l'apport de ces IA génératives pour la recherche d'informations professionnelles, pour la veille scientifique et technique, en mettant l'accent sur les nouvelles avancées aussi. Depuis le mois de février, il y a eu pas mal de nouvelles annonces de la part de OpenAI, mais aussi d'autres acteurs de l'IA générative. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon le plus complet possible des bonnes pratiques de veille scientifique et technique dopées à l'IA. Donc merci à Donatienne et Marie-Caroline pour l'organisation. Et donc je vais donc dérouler cette présentation PowerPoint et ensuite on laissera la place aux questions. Il y aura quelques petits sondages qui viendront ponctuer cette présentation. On vous questionnera pour voir un peu vos pratiques aussi, pour sonder un petit peu les usages dans ces domaines. Donc, pour commencer, voilà, il y a l'IA générative, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. L'IA, c'est un domaine très vaste et pas si nouveau que ça. Ça fait que une cinquantaine d'années qu'on parle d'IA, peut-être même encore plus. Je ferai une distinction entre ce qu'on appelle une forme d'IA faible, donc qui est plus du ressort de l'automatisation, qui va automatiser des tâches spécifiques, comme par exemple la reconnaissance d'images ou des systèmes de recommandation de contenu, et ce qu'on appelle l'IA forte, qui est plus autonome, et on va de plus en plus, justement, on va parler de l'IA agentique, qui se développe beaucoup depuis ce début d'année 2025, et qui permet à des systèmes automatisés d'être plus autonomes, avec une forme d'hybridation avec notre intelligence humaine, qui ne va pas disparaître. On se pose beaucoup de questions sur l'avenir de nombreux métiers. Je pense que, sans être outrageusement optimiste, qu'il y aura toujours de la place pour les humains, mais il y a beaucoup de tâches qui vont être de plus en plus effectuées, des tâches souvent automatisées, qui vont être de plus en plus effectuées par des agents, et on va vers ce qu'on appelle l'AGI, une intelligence générative générale qui sera de plus en plus autonome. En matière d'IA générative, on a tendance à confondre des outils, des technologies
qui sont assez semblables, mais qu'il est important de distinguer et qui peuvent toutes servir pour de la recherche d'informations ou du traitement d'informations, c'est-à-dire des résumés, des analyses. Alors, je ferai une distinction entre, d'une part, des modèles de langage, donc comme le célèbre ChatGPT, enfin le GPT lui-même, qui existe depuis une bonne dizaine d'années, mais qui a été révélé au grand public donc depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc d'une part GPT, d'autre part son concurrent Gemini de Google, Claude de Anthropic, qui est aussi un modèle de langage qui se veut plus éthique, plus constitutionnel, qui est, je trouve, intéressant pour des fonctions de rédaction, par exemple, mais c'est aussi un modèle de langage. On a notre modèle de langage français, Mistral, dont on a beaucoup parlé le mois dernier lors du sommet de l'IA à Paris. Donc Mistral le chat, avec ce chat qui s'appelle le chat, qui permet de donner accès à ce modèle de langage Mistral, ou le chinois DeepSeek, qui a fait une entrée fracassante au mois de janvier dernier. Donc tout ça, ce sont des modèles de langage. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà connues, mais je répondrai à des questions s'il y en a sur le fonctionnement de ces modèles de langage qui n'ont pas été conçus comme des outils de recherche ou de veille, mais dont le rôle est de modéliser, donc reproduire, comprendre et reproduire le langage humain à travers une technologie, entre autres, qu'on appelle les transformers, c'est le T de GPT, et ses possibilités de génération aléatoire, probabiliste, ce qui fait qu'il peut y avoir parfois des erreurs, ou ce qu'on appelle des hallucinations inhérentes à ces modèles de langage. Ils n'ont pas été conçus pour nous dire la vérité, ni pour faire de la recherche d'informations comme le font des moteurs de recherche ou des bases de données documentaires. Alors, ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, des outils polyvalents comme Copilot de Microsoft, que certaines utilisaient certainement au quotidien. La vocation de ces outils, c'est d'être nos assistants. Ils peuvent être intégrés par exemple dans des logiciels bureautiques, comme dans la suite Office, dans Teams, dans Outlook, dans tout l'écosystème Microsoft. Copilot est basé bien sûr sur GPT-4. Il y a des liens forts et un peu historiques entre Microsoft et OpenAI. Donc ça, c'est l'idée plutôt d'un assistant assez polyvalent qui s'intègre dans l'écosystème Microsoft. Et troisième catégorie, ce sont des services de recherche qui ont été conçus pour effectuer des recherches, par exemple via des moteurs web ou via des bases de données spécialisées, grâce à des technologies qu'on appelle RAG, dont je dirai quelques mots un petit peu plus tard. C'est ce qui permet de coupler un outil de recherche et un modèle de langage, et donc d'effectuer des recherches en langage naturel sous forme de prompt et d'obtenir des réponses synthétisées, donc, comme le fait bien sûr ChatGPT. Donc parmi ces services de recherche, on peut citer Perplexity, qui est assez connu, qui est un des plus connus, qui est basé en version gratuite sur GPT, mais qui peut mettre en œuvre aussi Claude ou d'autres, ou Mistral ou d'autres modèles de langage dans les versions pro. You.com, qui est peut-être moins connu, mais qui est assez intéressant aussi, qui se situe peut-être quelque part entre Perplexity et Copilot. C'est un agent assez polyvalent, on peut même créer son propre agent. Là aussi, on va vers l'IA agentique avec You.com, qui vient de sortir, mais il faut s'inscrire pour le tester, un nouvel agent qui s'appelle Harry, qui va effectuer des recherches à notre place et générer un rapport. Alors, qui ne remplacera pas la qualité d'un rapport écrit par un humain, mais évidemment, ça va beaucoup plus vite. Et puis, on peut citer dans cette catégorie le moteur ChatGPT Search, qui est apparu au mois de novembre dernier chez ChatGPT, qui est intégré maintenant et dans la version gratuite de ChatGPT 4, la version qu'on utilise au quotidien, et qui est matérialisé par le petit bouton rechercher qui permet de rechercher sur le web et pas seulement sur la base de connaissances de ChatGPT. Donc tout ça, ce sont des services de recherche basés sur ces technologies RAG qui vont nous permettre de calculer des réponses synthétisées à partir de résultats de recherche. Donc il convient de distinguer ces différents outils qui sont assez proches, et souvent ils sont basés les uns sur les autres, mais ils n'ont pas exactement la même vocation. Alors, je vous disais, il y a eu beaucoup d'avancées depuis ce début 2025. Les choses vont très vite, c'est pas toujours facile de suivre, il faut faire sa propre veille sur la veille. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de DeepSeek, de ce nouvel acteur chinois. Vous l'avez peut-être testé.
il donne pas des résultats très différents de ce que donnerait ChatGPT, par exemple, mais évidemment, il casse les prix. Et donc, l'arrivée de DeepSeek, avec son modèle de raisonnement R1, a un peu contraint OpenAI à faire une série d'annonces, hein, donc notamment autour de modèles de raisonnement. Là aussi, c'est l'idée, et on va de plus en plus là aussi vers l'IA agentique, hein, une IA qui est capable de raisonner, entre guillemets, autant qu'une machine puisse être douée de raisonnement, donc de prendre de la distance, de décomposer des processus pas à pas, au lieu de répondre de façon très rapide et avec cette génération aléatoire. Donc, ça ne veut pas dire que les résultats sont forcément meilleurs avec ces techniques de raisonnement, mais ils sont plus approfondis. L'IA va prendre le temps de décomposer son processus, d'aller rechercher l'information, et on peut lui indiquer où chercher l'information, d'aller extraire les insights intéressants et d'effectuer une synthèse sous une forme plus longue que les réponses qui sont fournies par les modèles de langage qu'on a cités précédemment. Donc, on a maintenant des possibilités de recherche approfondie qui sont apparues. Alors, sur ChatGPT, c'est dans la version gratuite, on a le bouton raisonner maintenant depuis quelques semaines qui met en œuvre ce modèle de raisonnement O3. Dans la version payante, celle qui coûte 20 € par mois, on a un nombre limité, mais on peut quand même utiliser cette recherche approfondie, qui est illimitée dans la version plus onéreuse, la version pro, à 200 € par mois. Alors, évidemment, OpenAI n'est pas le seul à s'être lancé dans ce qu'on appelle le deep thinking, hein, le raisonnement profond, et le deep research, hein, la recherche approfondie. Gemini de Google a lancé aussi récemment un deep research, hein, qui fonctionne un petit peu de la même façon. On peut noter aussi voilà, des nouveaux acteurs qui apparaissent, comme le chinois Manus, hein, qui est apparu tout récemment, hein, et qu'on peut commencer à tester, et qui va, voilà, hein, sous le nom General AI Agent, hein, on retrouve aussi cette idée d'IA agentique de plus en plus autonome. On peut citer aussi la nouvelle version de Claude, hein, Claude 3.7, qui est dotée aussi de fonctionnalités de raisonnement, donc qui permet de prendre un petit peu de distance, là encore, par rapport aux réponses parfois un petit peu trop rapides qu'effectue le moteur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas d'hallucination, hein. Toutes ces technologies permettent d'approfondir la recherche, mais on n'est pas pour autant à l'abri d'erreurs, d'approximations, d'hallucinations. Tout dépend aussi des données, bien sûr, qui ont servi à l'entraînement des modèles ou auxquels les IA ont accès. On constate aussi en parallèle de plus en plus de partenariats entre ces modèles de langage et des éditeurs de contenu. C'est important aussi pour assurer la qualité des réponses. On a vu, par exemple, il y a un an environ, un partenariat entre OpenAI et le journal Le Monde. Plus récemment, Mistral a fait un partenariat avec l'agence France Presse, l'AFP. Donc, les IA multiplient les partenariats pour avoir accès à des données de qualité. C'est un des secrets de la réussite, et aussi la qualité du prompt, on va y revenir aussi, qui va faire que ces IA vont nous donner des résultats plus ou moins précis en recherche. Alors, un exemple justement d'une réponse obtenue avec le Deep Research, hein, la recherche approfondie de OpenAI, hein, celle qui est accessible dans la version payante, hein, de ChatGPT. Donc, vous voyez que j'ai demandé à mon IA de se comporter comme un analyse veilleur, et voilà, j'ai demandé un rapport détaillé. Là, vous voyez, c'est pas trop petit. Là, j'ai demandé un rapport détaillé sur une stratégie de décarbonation pour l'armée française. L'IA m'a répondu, hein, pour me demander, comme le ferait un veilleur ou un professionnel de l'information. L'agent OpenAI O3 m'a répondu en me demandant des précisions, hein, sur certains éléments clés, sur la portée de l'analyse, sur l'horizon temporel, sur les différents aspects technologiques, comme si c'était un humain qui avait fait déjà une pré-recherche et qui me demande des précisions. Et j'ai répondu, hein, donc, à ces demandes de précision. Et ensuite, donc, l'IA m'a répondu, d'accord, je vais préparer un rapport détaillé. Ça a pris quelques minutes, hein, c'est pas immédiat, et j'ai eu un rapport assez long, hein, plus long que la réponse que j'aurais eue avec le ChatGPT classique. Alors, là encore, c'était évidemment loin d'être
complet, mais c'est un gain de temps par rapport à une recherche qu'un humain aurait pu faire. Donc ça illustre un petit peu, ça préfigure, même si c'est certainement pas encore en forme totalement aboutie, cette recherche approfondie préfigure voilà, des capacités de plus en plus autonomes des IA dans de la recherche d'informations sur des sujets qui pourront être assez spécialisés. Alors, ces technologies RAG dont je parlais, justement pour Retrieval Augmented Generation, permet de combiner, comme on le disait, la recherche d'informations, donc retrieval, avec donc la génération de réponses basées sur des modèles de langage. Et donc, ça va permettre d'intégrer ces modèles de langage dans des bases de données ou des outils de recherche qui existent déjà, par exemple des bases d'articles scientifiques ou dans les index de moteurs de recherche. C'est le cas, par exemple, justement, de Perplexity, ChatGPT Search, Copilot aussi utilise ces technologies RAG pour aller effectuer des recherches via le moteur Bing de Microsoft. Google AI Overview, c'est une version une fonctionnalité du moteur Google qui n'est pas encore disponible en France en raison du RGPD. C'est une fonctionnalité qui va mettre un petit peu de temps avant d'arriver en Union européenne. Elle vient d'arriver en Allemagne et en Italie, donc on pense qu'elle va arriver prochainement en France. Et ça va être un mélange aussi justement entre les résultats de la recherche classique de Google mais avec des synthèses effectuées par l'IA générative Gemini de Google. Donc on voit là aussi que c'est une tendance forte dans les outils de recherche de combiner la recherche sur un corpus plus ou moins spécialisé avec une IA générative qui va extraire des données et les synthétiser ou les présenter sous différentes formes. Ça peut être sous forme de tableau, sous forme de texte rédigé, pourquoi pas sous format audio, sous forme multimédia. Enfin après, les IA offrent une grande plasticité dans la présentation des résultats. Alors, je vous propose un petit sondage pour vous solliciter, vous demander, et vous, quelle IA utilisez-vous, quel modèle de langage ou outil de recherche utilisez-vous? ChatGPT, Gemini, Perplexity, Mistral, DeepSeek? Alors, on voit que ChatGPT, fait la course en tête. ChatGPT est un peu en train de prendre la place de Google en tant que leader. Et chez Google, du coup, c'est un peu la panique. On va terminer le sondage puisque vous êtes plus de 70% à avoir voté. Donc, ChatGPT effectivement largement en tête, Véronique, avec 67% de nos participants qui l'utilisent. Ensuite, c'est Mistral avec 14%. Perplexity arrive en troisième sur le podium et puis Gemini et DeepSeek sont en dessous de 10% pour les deux derniers. Merci merci d'avoir de votre participation au sondage. On va continuer avec, justement, on va parler des prompts. Je disais tout à l'heure, le secret, entre guillemets, de la réussite, de la pertinence des résultats, et pour éviter le plus possible des hallucinations ou tout simplement des réponses un peu superficielles ou un peu lacunaires, comme ce qu'on obtient quand même assez souvent avec ChatGPT ou les autres, le prompt est important, la méthode de prompting, ainsi bien sûr que la qualité des données qu'on va trouver en amont, qui ont servi à l'entraînement ou auxquelles les IA vont avoir accès. Alors, dans les bonnes pratiques de prompting, on pourrait résumer ces bonnes pratiques selon un acronyme ACTIF. Actif, donc le A, c'est pour l'action, spécifier ce qu'on attend de l'IA. Un prompt, c'est une instruction qu'on donne à la machine. Donc, on va dire ce qu'on veut. Plus on est précis, plus les réponses seront précises. Donc, on va vraiment préciser ce que l'on attend. Le C, c'est le contexte. On va donner le plus de contexte possible, sans dévoiler de secrets, bien sûr. Quand on fait de la veille scientifique et technologique, on travaille parfois dans des domaines sensibles. Donc, il ne faut pas non plus, évidemment, dévoiler de secrets à des agents qui peuvent être d'origine américaine ou chinoise. Donc, dans ces contextes de forte tension économique, évidemment, il convient d'être discret, mais de contextualiser suffisamment pour que la machine puisse comprendre, entre guillemets, ce que nous voulons via ce prompt.
Le ton, ça c'est le T, c'est plutôt comment, surtout si on demande une rédaction, si on demande à l'IA de rédiger un texte, on va lui demander un ton particulier qui peut être journalistique, scientifique, enfin, il y a des tas de tons possibles pour la réponse, hein, pour le style de communication qu'on attend. I pour identité, hein, on va donner un rôle, hein, à l'IA, non pas pour que la déguiser en un métier, mais pour là aussi attirer son attention. Hein, j'ai pas le temps de trop développer, mais les modèles de langage utilisent ce qu'on appelle des mécanismes d'attention qui vont leur permettre donc de comprendre le sens des mots et les relations sémantiques dans un prompt. Donc, le rôle est important pour que la machine puisse comprendre, hein, et ça rejoint un peu le contexte, comprendre comment elle doit se comporter, hein, et ça va permettre, ça va améliorer sa compréhension du contexte. Et le F, c'est pour format, c'est-à-dire le format souhaité pour la réponse. Ça peut être donc un texte rédigé. Généralement, les IA aiment bien les listes à puces, hein, donc c'est toujours très bien structuré. Hein, ça fait partie de leur apprentissage. Hein, les IA ont fait l'objet d'un apprentissage sous forme de deep learning avec l'apprentissage supervisé, non supervisé. Elles savent bien structurer, hein, les résultats, donc c'est souvent des listes à puces plutôt bien structurées, mais on peut demander un texte rédigé, un tableau, un fichier audio, une image. Enfin, il y a une grande variété de formats de réponses que l'on peut demander. Et tout ça constitue, voilà, la structure d'un prompt, hein, où on va demander à l'IA de se comporter, voilà, comme selon tel métier et de nous donner, hein, une réponse sous telle forme, dans tel objectif, avec telle mission. Alors, un peu plus élaboré, là encore, hein, si on veut aller plus loin dans le prompting, et c'est ce qu'utilisent, entre autres, hein, les modèles de raisonnement dont on parlait, c'est ce qu'on appelle les prompts sous forme de chaîne de pensée. Hein, c'est-à-dire que c'est par étapes, hein, il y a des étapes qui s'enchaînent, hein, d'où le nom de chaîne de pensée, un chain of thought, et on va décomposer, là aussi, un processus en plusieurs prompts qui vont s'enchaîner. Donc là, j'ai présenté, hein, sur ce tableau, voilà, un exemple d'un prompt, hein, enfin d'une série de prompts dans le cadre justement d'une veille, hein, sur un sujet technologique. Donc on voit, hein, les différents objectifs, hein, qui correspondent aux différentes étapes, hein, décomposés un peu comme un workflow, hein, comme une chaîne d'action, et avec des exemples de prompts, hein, qui n'ont pas valeur de modèle, mais qui peuvent donner des exemples de prompts que l'on peut utiliser pour effectuer chacune de ces étapes correspondant à un objectif. Et on peut soit concaténer, hein, ces prompts, hein, faire ce qu'on appelle un méga prompt, un prompt un petit peu long, soit les segmenter, hein, raisonner comme ça en itération. Et on peut demander, après, à chaque étape, à l'IA de valider ou d'échanger avec nous, de nous poser des questions. Hein. On peut mettre, hein, ce qu'on appelle un peu des prompts un peu en sandwich, hein, qu'on mettra entre chaque étape pour demander à l'IA de valider sa réponse. Donc ça, voilà, ce sont des exemples, hein, de prompts sous forme de chaîne de pensée qui vont plus loin, bien sûr, que les prompts assez simples, hein, qu'on peut faire au quotidien et qui peuvent aider à résoudre des tâches complexes. On est déjà dans ce qu'on appelle le prompt engineering. Alors, je parlais de méga prompt, voilà, donc ce qu'on appelle un méga prompt, c'est une série de prompts, hein, qui vont s'enchaîner, hein, donc, de façon à répondre à des tâches complexes. On a ici des exemples, hein, c'est souvent assez long, je n'ai pas eu la place de mettre un prompt très long, mais on en a vu un exemple dans la diapositive précédente. À ne pas confondre, hein, cette notion de méga prompt avec ce qu'on appelle un méta prompt. Méta, donc rien à voir avec Mark Zuckerberg, là c'est méta au sens de méta, ce qui est au-delà. Hein. Un méta-prompt, c'est un prompt qui est généré par une IA. On peut demander, et ce n'est pas forcément une solution de facilité, on peut demander aux IA de générer les prompts à notre place. Hein. Si on est un peu à court d'idées, on peut demander aux IA de nous aider, hein, à générer un prompt. On peut demander à ChatGPT, aide-moi à générer un prompt pour tel usage, qu'on reverra peut-être, hein, mais ça va nous aider, hein, à avoir déjà une structure de prompt adaptée à chaque IA.
Donc voilà, méga prompt et méta prompt, c'est deux choses différentes, mais qui peuvent être utiles pour, là encore, aller plus loin que des prompts assez simples hein, qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, si on repart hein, de ce schéma que vous voyez à l'écran, il est très connu, hein, il est très classique, c'est ce qu'on appelle le cycle de la veille ou le cycle du renseignement. 4 étapes, le plan de veille, c'est-à-dire la définition des besoins, hein, qu'est-ce qu'on va surveiller, pour qui, quoi, comment, un peu le questionnement préalable. Ensuite, deuxième étape, la recherche approfondie, hein, qui succède un peu à une première recherche de débroussaillage, une recherche plus approfondie pour avoir vraiment des réponses à des sujets complexes, ou une collecte automatisée. La veille, c'est souvent de la veille automatisée. Alors là, pareil, on va voir qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont automatisées à travers des flux RSS ou des alertes hein, qui existent depuis bien longtemps. Et on va voir ce que l'IA peut apporter là aussi à cette étape. Troisième étape, l'analyse, le traitement. Hein, donc là, les IA ont beaucoup à apporter, hein, donc, à travers des résumés, des synthèses, des extractions de connaissances. Et quatrième étape, la diffusion sous forme de livrables de veille qu'on peut présenter sous des formes très synthétiques, sous forme de cartographie, sous forme visuelle, sous forme de podcast, hein, pourquoi pas. Et là aussi, les IA peuvent nous aider. Hein, on peut passer du texte à la cartographie, au podcast, de façon très fluide. Hein, on va voir des exemples. Donc, on va reprendre ces 4 étapes, hein, en commençant par la phase un petit peu de débroussaillage, hein, de définition des besoins, où là, les IA vont nous aider. Pour la collecte automatisée, peut-être un petit peu moins, parce que, comme on le disait, il y a beaucoup de choses qui existent. Et on va voir des exemples pour les phases 3 et 4 d'outils qu'on peut utiliser pour donc répondre à ces besoins. Alors, donc pour cette phase préparatoire, hein, si je souhaite faire un premier état des lieux avant de me lancer dans ma veille, que ce soit une veille ponctuelle, hein, donc plus une recherche approfondie sur un sujet, ou une veille récurrente, c'est-à-dire une veille que je mène hein, sur un laps de temps assez long. Quel que soit le type de veille, que ce soit une veille un peu ciblée sur un sujet ou une veille de découverte, une veille radar, j'aurais besoin de commencer par un premier état des lieux. Là, l'IA peut m'aider hein, en me donnant des premiers éléments. Donc là, des prompts assez simples, hein, avec toujours contextualisation, quelles sont les tendances, par exemple, dans tel domaine, pour m'aider à bien comprendre les enjeux. Hein. Il y a une vocation pédagogique hein, des IA qui peuvent vraiment être très utiles dans cette phase de débroussaillage. Pour avoir une première analyse hein, au format SWOT ou PESTEL, hein, des formats très classiques, ça pareil, c'est plus une aide au démarrage, ça ne remplacera pas une analyse approfondie, mais ça va nous aider à avoir, là, pareil, les forces et faiblesses d'un secteur ou d'une entreprise, à partir, là aussi, de données issues des bases de connaissances des IA ou issues du web. Et donc, ça permettra d'avoir déjà très rapidement un premier état des lieux qui va nous permettre de dégager des axes de veille. Toujours dans cette phase de débroussaillage, on a besoin d'identifier des sources, ces sources sur lesquelles on va effectuer des recherches approfondies ou qu'on va surveiller avec des flux RSS par exemple. On ne les connaît pas forcément, les IA peuvent nous aider avec des prompts là encore assez simples, hein, quelles sont les entreprises les plus importantes dans tel domaine, les salons professionnels aussi, hein, qui sont des sources très utiles pour la veille, on ne les connaît pas forcément, les IA peuvent nous aider à les trouver. Attention aux inventions, hein, pour nous faire plaisir, parfois les IA ont tendance à inventer. Elles le font moins depuis qu'elles vont sur le web chercher l'info, mais on n'est jamais à l'abri d'une invention. Donc il faut évidemment toujours vérifier. C'est pour ça que les humains sont quand même encore utiles pour vérifier les résultats, donc ce sourcing fourni par une IA. Alors, ça, c'est plutôt pour la partie débroussaillage. On pourrait aussi utiliser les IA pour trouver des mots-clés, hein, ce qu'on appelle les champs lexicaux. Hein. Dans cette première phase, les IA vont nous aider. Pour la partie plutôt recherche, hein, on peut donc faire des recherches à travers des outils un peu généralistes, comme ceux qu'on a cités, Perplexity, ChatGPT Search ou d'autres, mais il existe aussi des outils spécialisés dans le domaine académique. Certains existaient avant l'arrivée des IA génératives et ont intégré des IA, mais il y a aussi des nouveaux entrants. On va voir sous forme de copie d'écran des outils spécialisés dans la recherche d'articles académiques qui vont nous proposer des synthèses d'articles. Donc, commençons par
SciSpace, à qui on va poser une question en langage naturel, sous forme de prompt, et SciSpace va extraire d'une base de connaissances, d'une base d'articles scientifiques. Là, il ne va pas rechercher sur le web en général, mais sur un corpus d'articles scientifiques parus dans des revues, des vrais articles, pas des articles inventés, et qui, donc à partir de ces articles, l'outil SciSpace va nous proposer une synthèse générés donc, via une IA à partir donc des articles considérés comme les plus pertinents. C'est une mini revue de littérature, comme on dit dans le milieu académique, qui peut permettre de dégager déjà des tendances ou les derniers développements par rapport à une technologie. Alors, SciSpace existe, on peut le tester gratuitement, mais et c'est souvent le modèle qu'on va trouver pour ces IA, une version un peu produit d'appel gratuite et des versions payantes qui permettront évidemment d'utiliser cette IA avec plus de puissance et des réponses générées avec davantage de résultats. Autre outil voilà, qui lui est entièrement gratuit, que je trouve voilà, assez intéressant dans son ergonomie, ResearchRabbit, qui permet, c'est pas vraiment une IA générative, c'est plutôt un outil de découverte qui permet, à partir d'un article ou d'une série d'articles, de trouver des articles connexes dans un même domaine et de les présenter sous forme d'un visuel qu'on voit sous forme de cartographie qui permet de voir les liens entre ces articles. L'intérêt, c'est que ça peut permettre de découvrir des auteurs qu'on ne connaissait pas, des chercheurs par exemple dans un domaine liés à d'autres chercheurs et qui vont apparaître sur la cartographie qu'on voit dans la partie droite. Donc c'est une cartographie voilà, des connexions entre des co-auteurs par exemple d'articles ou des articles qui peuvent être reliés selon différents liens sémantiques. Un autre outil, voilà, un peu nouvelle génération, Consensus, qui calcule sur une question peut-être un peu polémique à laquelle on pourrait répondre par oui ou par non. Consensus va calculer le consensus académique. Il y a beaucoup de sujets de controverse, par exemple autour du climat ou autre. L'outil va extraire des articles et calculer le pourcentage d'articles qui vont plutôt dans le sens du oui ou du non ou du peut-être. Bon, ça a un côté c'est un petit peu un gadget parfois, mais ça peut aider là aussi à voir un peu la teneur des publications sur un sujet, notamment un sujet de controverse scientifique. Et tout ça est basé là aussi sur une IA qui va analyser bien sûr le contenu des articles. Dernier exemple, il y en a beaucoup, mais bon, on n'aurait pas le temps de tous les citer, mais un exemple là aussi, un outil plutôt visuel, Litmaps, la revue de littérature sous forme de cartographie. Là, c'est tout simplement une représentation visuelle grâce à une IA qui matérialise les liens de citation entre articles. Donc à partir d'un article donné, celui qui est représenté par un point noir à droite de l'écran, on peut voir les articles cités par cet article qui était paru en 2024. On peut voir des articles plus anciens qui sont cités dans cet article et des articles plus récents qui citent mon article de départ. Donc là encore, ça permet de découvrir peut-être des auteurs ou des thématiques nouvelles à partir de ce qu'on connaît, ce qu'on appelle la sérendipité, la découverte aussi, mais l'IA là peut servir à modéliser et représenter de façon très claire ces liens de citation. Attention quand même, quand on parle d'articles scientifiques, l'IA peut nous aider à les découvrir, mais l'IA peut aider aussi à rédiger ces articles. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un gain de temps. Mais l'IA, on l'a dit, parfois peut avoir des effets pervers et certains chercheurs, peut-être moins scrupuleux, auraient tendance à abuser de l'IA. En tout cas, on a constaté en 2023, je ne crois pas qu'on ait encore les chiffres pour 2024, mais je pense que le phénomène ne fait que s'accentuer. Il y a eu un grand nombre de rétractations d'articles scientifiques chez des éditeurs prestigieux académiques comme Wiley par exemple, qui a retiré plus de 10 000 articles soupçonnés d'avoir été écrits en tout ou partie par des IA avec des risques d'erreur ou de choses un petit peu approximatives. Donc attention aussi aux effets pervers, cet effet un peu moulin à papier, cette prolifération d'articles, y compris dans des revues académiques pas toujours très sélectives, ce qu'on appelle les revues prédatrices, qui peuvent avoir tendance à publier des articles pas toujours de la meilleure qualité et dopés à l'IA, mais pas pour le meilleur. Alors, je parlais de collecte automatisée.
Il existe déjà beaucoup d'outils de collecte automatisée depuis 15-20 ans. On utilise les formats RSS qui permettent d'extraire, c'est connu depuis longtemps, permettent d'extraire d'un site les nouveautés. Donc, et tout ça est gratuit. On peut aussi mettre en place des alertes à travers Google Scholar ou à travers des bases de données d'articles scientifiques ou tout simplement à travers Google Web via l'outil gratuit Google Alert. Donc, on a déjà, depuis de nombreuses années, des moyens de collecter l'info. Mais là aussi, il y a de nouveaux outils qui se font jour, notamment Make, qui est un outil automatisé. C'est un espèce de jeu de mécano. On va interfacer comme ça plusieurs éléments, comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire, je pourrais, à partir d'un site, soit prendre le site lui-même ou le flux, et extraire avec un parseur, extraire le contenu de ce site ou de ce flux. Et après, je pourrais interfacer une IA comme Mistral, par exemple. Tout ça, ça peut être gratuit. Je peux avoir accès gratuitement à l'API de Mistral, qui est assez ouvert, plus ouvert en tout cas que ChatGPT ou Gemini. Et je peux interfacer Mistral, par exemple, pour demander à résumer les articles, à les traduire. Enfin, je peux après effectuer toutes sortes d'actions ou faire des synthèses. Enfin, je peux intégrer une IA dans ce processus donc d'extraction et après envoyer le résultat, enfin ce que Mistral m'aura généré dans un Google Sheets ou dans un tableur. Et tout ça, vous voyez, sous une forme d'actions qui vont s'enchaîner. Donc ça, c'est cet outil qui s'appelle Make, qu'on peut utiliser gratuitement et qui permet comme ça. Alors, il faut paramétrer pas mal de choses, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, mais si on sait bien l'utiliser, on peut se construire son propre outil de veille automatisé en intégrant au passage une IA qui va effectuer des résumés, des analyses, des traductions, de la rédaction, enfin toutes sortes d'actions que sait faire une IA générative. Alors, on va faire un petit sondage, les usages possibles. Recherche d'informations générales, recherche d'articles scientifiques, veille automatisée. Alors, on laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse donner son avis. Alors, il semble quand même que dans la très très grande majorité, c'est pour une recherche d'informations générales que vous utilisez l'intelligence artificielle. Mais il y a quand même 37% d'entre vous qui utilisent l'IA pour la recherche d'articles scientifiques et seulement 11 pour la veille automatisée. Voilà, donc effectivement, et l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, tous ces usages peuvent coexister, mais c'est intéressant de voir les... Alors, on va justement maintenant aborder la troisième phase de la veille, résumé, synthèse, tout ce qui va permettre à partir de ce qu'on aura collecté, recherché, que ce soit des infos généralistes ou des articles scientifiques, il faudra résumer, synthétiser pour gagner du temps de lecture aussi et faire apparaître justement les signaux faibles, les innovations, enfin généralement tout ce qu'on cherche dans une veille scientifique et technique. Donc quelques exemples de résumés de prompt, pardon, quelques exemples de prompt assez simples pour résumer synthèse, vous les avez sous les yeux, ils peuvent, pareil, ils n'ont pas valeur de modèle, mais ça peut donner des idées sur toujours l'idée d'être le plus précis possible, demander des arguments, des contre-arguments, enfin plus on est précis dans notre demande à la machine, plus la réponse sera précise elle-même. Donc voilà, pour effectuer des résumés en mettant en avant une synthèse, des innovations ou autres, quelques exemples dont on peut s'inspirer. Alors, un outil que j'aime bien, voilà, qui vient de chez Google, qui s'appelle Google Notebook LM et pour lequel la version gratuite permet de faire pas mal de choses. On a la possibilité, avec Google Notebook, de créer des espèces de petits carnets. C'est ce qu'on appelle de la curation. On va faire de la sélection, de la curation de contenu. On peut intégrer tout type de contenu, des pages web, des documents PDF, des vidéos. Là, j'ai intégré une vidéo YouTube. Donc, on peut comme ça se constituer une petite base de connaissances avec des contenus
non confidentiels bien sûr, hein, des contenus publics extraits du web. Et Google Notebook LM va permettre d'effectuer des résumés. On voit dans la fenêtre du milieu, hein, par exemple pour cette vidéo, Google Notebook va automatiquement générer un résumé du contenu de cette vidéo. Et un résumé qui est fidèle. Hein, là, il y a peu enfin, il y a beaucoup moins de risques d'hallucination ou d'approximation. Un résumé qui va être fidèle au contenu de cette vidéo. Grâce à une transcription, hein, de ce qu'on appelle le speech to text, hein, l'audio de cette vidéo va être transformé en texte et ce texte va être résumé par l'IA générative, là, en l'occurrence Gemini, associée à Google Notebook LM. Donc on aura non seulement une synthèse, enfin résumé de cette vidéo, mais je pourrais rajouter d'autres articles, un textuel par exemple, et demander une synthèse de plusieurs documents. Et je pourrais aussi chatter, hein, j'ai une fenêtre en bas de chat, en bas de cette fenêtre du milieu. Je peux poser des questions au document. Je peux chatter avec le document, avec la vidéo, et pour obtenir des réponses précises sur les contenus. Alors, Google Notebook elle-même n'est évidemment pas le seul outil de cette catégorie. Il en existe énormément, hein, qui peuvent être intégrés dans d'autres applications ou utilisés comme ça individuellement. Enfin, voilà, je trouve que Google Notebook est très simple d'utilisation, très intuitif et assez puissant. On peut, même dans la version gratuite, intégrer des contenus audio, textuels ou autres et demander une analyse. Et on a même, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, à droite, la possibilité de générer un podcast à partir donc justement des documents que l'on a intégrés préalablement, surtout si ce sont des documents textuels. Ils vont être scénarisés sous forme d'un podcast audio. On aura deux voix, alors ça va être en anglais, mais on peut éventuellement s'arranger pour le mettre en français, et deux voix qui vont commenter nos articles de façon à rendre tout ça très vivant. Donc c'est à la fois de l'analyse, mais aussi de la diffusion sous une forme très originale. Donc on voit cette grande plasticité du document liée à l'IA, hein, du passage du texte à l'audio, à l'image, même à la vidéo. Hein, il commence à y avoir des IA qui génèrent des vidéos. On a une possibilité infinie de transformation. On a aussi, hein, dans les livrables, enfin à la fois analyse et livrable, on peut utiliser aussi le mind mapping. Ça aussi, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'utilisation des IA pour générer un mind mapping. Là, il y a plusieurs façons de faire. Je peux utiliser tout simplement ChatGPT, enfin n'importe quel modèle de langage. Le prompt va être le suivant. Je vais demander un code, ce qu'on appelle Markdown, c'est-à-dire du balisage léger, pour, là c'était sur le secteur des assurtech, mais ça peut être sur n'importe quel secteur, ou à partir d'un texte aussi, je peux générer grâce à l'IA un code de balisage léger, et ce code, je vais ensuite l'intégrer dans un éditeur comme markmap.js qui va lui-même générer la carte, et on voit le résultat à droite. Donc toute cette structure de la carte a été générée par une IA. Alors, je peux préciser ce que je veux dans les branches éventuellement, je peux laisser l'IA libre de mettre ce qu'elle veut dans les branches, je peux préciser davantage si je connais un peu le sujet, mais la structure va être générée sous forme de code qui sera ensuite interprété visuellement par un éditeur JavaScript. Donc on a aussi, voilà, des possibilités là encore assez bluffantes, hein, de génération, de mind mapping, de présentation visuelle. Voilà, là encore un autre outil qui s'appelle gamma.ia, qu'on peut tester gratuitement à partir d'un document ou d'un texte. On peut le transformer en présentation PowerPoint illustrée d'images elles-mêmes générées par des IA. Donc toujours ces possibilités de transformation infinie pour créer des livrables de veille agréables, attractifs, synthétiques et illustrés par des IA. Après, se pose la question, quels sont les droits de ces créations, notamment ces images générées par des IA? Ça, c'est encore un autre sujet, mais ça pose aussi beaucoup de questions autour de la propriété intellectuelle et pour lesquelles on n'a pas encore vraiment de réponse. On va passer à un petit sondage sur le traitement documentaire.
Si vous faites justement du traitement, est-ce que vous utilisez plutôt l'IA pour résumer, analyse, synthèse, transformation speech to text, text to speech, enfin, là aussi c'est de variété infinie. On aurait pu rajouter le mind map aussi. Alors, nous allons clore le sondage. Donc, vous êtes 68% à utiliser les fonctionnalités de traitement documentaire via les IA pour le résumé. Ensuite, 60% pour la synthèse. Bon, synthèse et résumé, c'est assez proche. L'analyse, 51%. Vous n'êtes plus que 10% à l'utiliser pour le speech to text et 6% pour le text to speech. Merci Donatienne. Voilà, donc on voit effectivement, hein, les résumés, on les utilise aussi beaucoup pour des comptes rendus de réunion aussi. Enfin voilà, c'est très polyvalent, hein, et c'est vrai que c'est un gain de temps important là aussi. Alors justement, un gain de temps, bah, j'arrive à la conclusion, hein, et pour laisser la place aux questions, là, je vais passer assez vite, mais ce gain de temps, oui, certes, bien sûr, les IA nous permettent de gagner du temps, mais si on essaye de voir un petit peu les limites, hein, par rapport à un processus de veille scientifique et technique, bah, les résultats, bon, se sont bonifiés, hein, il y a moins d'erreurs et d'hallucinations qu'avant, mais ça reste quand même toujours un petit peu généraliste. Bon, il n'y a pas toujours de valeur ajoutée dans les résultats. C'est une bonne synthèse, mais voilà, en recherche ou en veille, souvent on attend à trouver justement des signaux faibles, des choses un petit peu rares. Et ça, je trouve que pour l'instant, peut-être que je dirais le contraire dans un an, mais pour l'instant, les IA sont assez peu à même de mettre en évidence des signaux faibles ou des choses vraiment innovantes. Et ça, je crois que c'est encore la finesse de notre cerveau humain qui permet de le faire. Les résultats restent parfois incomplets, toujours aléatoires, hein, c'est inhérent bien sûr au fonctionnement des modèles de langage. Et puis, l'analyse n'est pas toujours très transparente. On ne sait pas toujours si on demande une analyse, même sous une forme SWOT, PESTEL ou autre, c'est pas toujours très transparent. Voilà, c'est un peu ces IA sont un peu des boîtes noires. Donc, évidemment, c'est là où les humains, justement, vont apporter cette finesse qui manque encore un petit peu aux IA. Et justement, voilà, cette analyse complexe et critique, je pense qu'elle, pour l'instant, peut-être qu'avec l'arrivée de l'IA agentique, bon, les choses vont changer, mais pour l'instant, je pense que c'est l'humain qui a encore cette capacité d'analyse fine, complexe, cette prise de recul, le sens de l'humour aussi parfois. Les algorithmes n'ont pas vraiment le sens de l'humour et de la distance. La détection des fake news aussi qui prolifèrent, y compris dans la sphère scientifique. L'IA peut aider, bien sûr, mais là encore, la finesse de l'esprit humain reste indispensable. Et puis, bien sûr, pour la prise de décision. Hein. L'IA peut être une aide. J'utilise souvent la métaphore du vélo électrique hein, qui nous aide à franchir les côtes, mais c'est nous qui pédalons. Et dans le cadre de la décision stratégique, ben, c'est à l'humain de prendre les décisions et pas à la machine à la place de l'humain. Voilà, j'aime bien cette phrase de Christian Fauré hein, qui est ingénieur et philosophe qui dit voilà, notre humanité résulte dans l'incalculable. Donc, des nouvelles compétences. Voilà, bon, je termine là-dessus et puis je pense qu'il y aura de nombreuses questions. Bon, bien sûr, dans le prompt engineering, dans la vérification aussi, hein, le fact-checking. Après, il y a des risques peut-être de perte de compétences sur le sourcing et surtout sur l'analyse critique. Hein. Donc, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit et d'enseigner tout ça aux plus jeunes qui vont naître avec l'IA. Alors après, voilà, il ne s'agit pas, et je conclue là-dessus, de boycotter l'IA et de faire comme si elle n'existait pas, parce que je pense que ce serait se tirer une balle dans le pied. Les IA vont, qu'on le veuille ou non, vont faire partie intégrante de nos outils du quotidien, de nos outils professionnels. Mais peut-être au point qu'on n'en parlera plus, on en parlera moins. Hein, voilà, c'est un peu sourd de boutade. Dès qu'une application fonctionne, on ne parle plus d'IA. Mais c'est à nous, les humains, de garder justement notre intelligence humaine sous forme d'hybridation avec la machine. Voilà, merci de votre attention et je reste à l'écoute de vos questions, enfin plutôt vos questions écrites et l'écoute de Donatienne qui va les retranscrire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Véronique. Avant de passer aux questions, je voulais vous montrer pour aller plus loin. Nous avons donc lancé aux techniques de l'ingénieur les parcours pratiques
C'est quoi un parcours pratique? Un parcours pratique, c'est une offre qui comprend plusieurs parcours pratiques, qui vous permet de faire le tour d'un sujet relativement transversal, de manière ergonomique et agréable, avec un cheminement dans l'apprentissage, et qui se termine par des petits quiz pour valider que vous avez bien compris tout le contenu. Donc Véronique a contribué largement en tant qu'autrice à ces parcours pratiques, et notamment celui sur la veille et l'intelligence artificielle. Donc vous retrouverez ce parcours pratique sur notre site. Il suffit de cliquer sur parcours pratique, de choisir ensuite l'onglet veille. Et là, vous aurez la possibilité d'acheter donc l'offre des 3 parcours pratiques sur la veille. Celui sur la veille et l'intelligence artificielle comprend 6 modules. Rapidement, le premier, c'est comprendre le fonctionnement des IA génératives, puis adopter les services de recherche généralistes basés sur l'IA générative, recourir aux services de recherche spécialisés en sciences et techniques, savoir rédiger des prompts, etc., etc. Voilà, donc je vous encourage à aller sur notre site pour regarder à quoi ça ressemble, et puis si vous êtes intéressé voilà, à pouvoir du coup acheter ces parcours pratiques qui sont vraiment d'une grande aide pour structurer votre veille, en particulier avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, nous allons donc passer maintenant aux questions. Alors, Véronique, il y a pas mal de questions sur la gratuité des outils. Est-ce que vous pouvez nous dire si il y a des outils gratuits qui sont meilleurs que d'autres, et si il faut forcément payer pour avoir une meilleure performance des outils d'IA? Oui, c'est une question cruciale, hein, c'est difficile à dire parce que c'est sûr que, par exemple, ChatGPT dans sa version gratuite est un petit peu limité, mais en même temps, les versions payantes ne sont pas des panacées universelles non plus, hein. Les versions payantes peuvent aussi, bien sûr, faire des erreurs. Simplement, elles sont moins limitées, disons, hein, en fonctionnalité, hein. Donc, je pense que bon, de toute façon, on ne peut pas prendre des abonnements à toutes les IA. Je dirais, ça peut valoir le coup si on les utilise régulièrement et pour vraiment un besoin précis, ça peut valoir le coup de prendre des versions payantes, mais voilà, il faut être sûr que l'IA correspond vraiment aux besoins. Euh, mais ça suppose déjà d'avoir évalué ses besoins, donc de savoir ce que les IA peuvent faire. Donc c'est pas mal de les tester en version gratuite déjà dans un premier temps. On peut tester parfois dans un temps limité les versions payantes et ne pas continuer, hein, si on n'est pas satisfait. Voilà, je pense qu'on est encore dans une période où les choses ne sont pas du tout stabilisées. On est dans une période de forte accélération. Après, je pense que peut-être d'ici quelques mois, les choses vont se stabiliser un peu. Mais voilà, c'est-à-dire que les versions payantes ne sont pas forcément un gage de meilleure qualité des résultats, mais c'est vrai que, notamment pour la recherche approfondie, c'est vrai que les résultats sont en tout cas plus conséquents en version payante. Il existe aussi, hein, des outils un peu comme des métamoteurs, hein. Il y a par exemple un site qui s'appelle POE, P-O-E, hein, comme Edgar Poe, POE.com, qui permet d'accéder à plusieurs modèles de langage, hein. Ça évite de créer des comptes. Alors, ils ne sont pas tous accessibles gratuitement, bien sûr, mais c'est une façon voilà, de centraliser un peu l'accès à plusieurs IA et de les comparer entre elles, hein. Et ça peut être à la fois des IA générales, hein, des modèles de langage généraux, mais aussi des IA génératrices d'images ou autres, hein. Donc, ça peut être intéressant aussi pour en tester plusieurs et puis après se focaliser sur le modèle qui vous semble le plus adapté à vos besoins. Merci Véronique. Une question sur les références aux sources utilisées dans la rédaction de rapports faits avec ces nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ces références sont des vrais ouvrages, des vrais rapports? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pertinent? Bah, là encore, il y a eu une évolution. C'est-à-dire au début, hein, quand on utilisait les ChatGPT 3.5, voilà, dans les années 2023, il y avait une tendance à l'invention, hein. Les IA avaient tendance vraiment à halluciner, à inventer des références, parce que ces références, elles ne les avaient pas, hein, dans leur base de connaissances. Donc pour nous faire plaisir, les IA avaient tendance à inventer des références d'articles ou d'ouvrages. Maintenant,
elles vont beaucoup plus sur le web, grâce justement entre autres à ces technologies RAG dont on parlait, et donc elles vont être à même d'extraire des références réelles. Alors après, quels sont les critères de sélection? Ben là, on ne sait pas trop, c'est une boîte noire. Hein. Si vous avez testé, hein, et on l'a dans la version gratuite de ChatGPT, le moteur ChatGPT Search, hein, le bouton recherché, la synthèse est élaborée avec des sources venant du web. Hein. Quand on clique sur source, que font peu d'utilisateurs, mais si on a la curiosité de cliquer sur source en bas de la réponse, on a un panneau latéral qui apparaît sur le côté et qui nous indique les sources. Deux types de sources. Ce qu'ils appellent les citations, c'est les sources qui ont servi pour la synthèse et d'autres sources qui sont des pages web auxquelles on peut se référer. On ne sait pas, ou on sait très peu, quels sont les critères, voilà, pourquoi telle source a été prise pour la citation. On soupçonne que ce sont entre autres des partenaires de OpenAI, mais pas que. Hein. Donc tout ça est assez opaque, un peu d'ailleurs comme le classement des résultats de Google. Donc voilà, donc on ne sait pas très bien quels sont les critères. Et on peut craindre un système un peu à plusieurs vitesses où les partenaires de OpenAI seraient privilégiés au détriment peut-être de sources très intéressantes mais qui seraient peut-être un peu négligées. Un peu d'ailleurs comme des sources qui sont peu visibles dans les résultats de Google mais qui sont néanmoins de qualité. Et donc, mais ça risque d'accentuer ce phénomène. Et c'est pour ça que c'est important de maîtriser les sources. Il y a un risque d'invisibilisation de sources qui ne seraient pas reprises par les IA pour X raisons et qu'on risque de perdre de vue. Et ça, c'est pour ça que j'embête mes étudiants, par exemple, justement, j'interviens dans plusieurs écoles autour de la veille et de l'intelligence économique, et j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants pour qu'ils aient une vision en termes de sources et ne pas se fier comme ça aveuglément aux réponses des IA. Et on peut même, quand on connaît les sources, on peut orienter les IA vers des sources. Je peux demander à ChatGPT, y compris en version gratuite, je peux lui dire va sur le site de Thales Group, par exemple, et fais-moi une synthèse des derniers communiqués de presse. Ça, les IA savent le faire. Et si on leur indique le chemin, et si on leur indique des sources précises, si elles ne sont pas payantes, bien sûr, les IA seront capables d'aller sur ces sources. Mais c'est important à nous, les humains, et ça, c'est une de nos valeurs ajoutées aussi, c'est de connaître les sources et d'orienter les IA vers les bonnes sources. Parce que d'elles-mêmes, elles ne le font pas forcément de façon toujours très optimale. Alors, une question intéressante, est-ce que les IA sont plus efficaces si on les interroge en anglais plutôt qu'en français ou dans une autre langue? C'est une très bonne question là aussi, oui. Hein. Moi, je serais tentée de dire oui. Hein. Je pense que c'est... Bon, là, j'ai donné plutôt des exemples de prompt en français pour faciliter la compréhension, mais l'anglais, c'est un peu la langue maternelle, entre guillemets, des IA. Hein. Elles ont été entraînées aux États-Unis souvent par des ingénieurs anglophones, hein, même dans le cas de Mistral qui est français, souvent les instructions, les prompts à la base sont en anglais. Hein. Tout l'entraînement de la machine a été fait souvent en anglais, avec dans les données d'entraînement une prédominance de contenu en anglais, c'est un reflet de l'Internet actuel. Hein. Et la langue de publication scientifique, on le sait, bien sûr, c'est l'anglais. Donc oui, je pense qu'il vaut mieux, alors là encore, ça dépend des cas, mais je pense qu'il vaut mieux saisir les prompts en anglais, mais si on maîtrise bien l'anglais, hein, parce que la machine comprend peut-être mieux les nuances en anglais qu'en français, vraiment des nuances sémantiques. Mais si nous-mêmes, on ne maîtrise pas ces nuances, si on fait de l'anglais un peu globish, hein, comme on le fait tous un petit peu, c'est pas très voilà, c'est pas très intéressant. Hein. Donc il faut effectivement l'anglais, ça peut être un plus, mais avec déjà voilà un anglais quand même niveau. Hein. Et on peut même d'ailleurs, là encore, c'est un peu l'idée du méta-prompt, on peut demander à partir, si on n'est pas très bon en anglais, on peut demander aux IA de traduire, parce qu'ils traduisent plutôt bien. Alors, on peut demander de traduire en anglais, mais de toute façon, hein, on le voit même souvent, les IA dans leur processus de réflexion, elles réfléchissent en anglais, enfin les actions qu'elles effectuent sont notées en anglais. Hein. Donc, donc voilà, ça peut être pas mal d'écrire en anglais, mais on peut demander, on peut poser le prompt en anglais, mais on peut demander à ce que le résultat final soit écrit en français. On
Right, that's a read French. On peut, dans le format, on peut demander du français. Alors, vous en avez parlé au début de votre présentation. Il y a de plus en plus de collaboration entre des fournisseurs d'IA et puis d'autres types de logiciels. Je pense à PDF, Word, par exemple. Est-ce que on a un petit peu un retour sur l'utilisation de l'IA dans ce type de logiciel qu'on utilise vraiment très fréquemment? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Bah, moi, pareil, hein, j'ai une vision bon, un peu empirique des choses. Je sais pas s'il y a déjà, il y a sûrement des études qui ont été faites, mais là encore, tout ça est arrivé très vite, donc on manque un petit peu de recul. Je vois dans beaucoup d'entreprises ou organisations, beaucoup d'entreprises ont opté pour Copilot. L'idée aussi, j'ai beaucoup insisté sur quand on intègre des documents, attention que ce ne soit pas des documents confidentiels. Il y a aussi, bon, ça on l'a pas beaucoup abordé parce que c'était pas forcément le sujet, mais c'est très important. Il y a une question de souveraineté aussi. On a besoin d'IA souveraine et d'IA sécurisée. Donc dans certaines entreprises et organisations, on va opter par exemple pour Copilot ou des outils parfois basés sur Claude ou sur Mistral qui vont être sécurisés. Ça va être un peu comme un intranet, un environnement clos et sécurisé pour éviter justement euh, des, euh, des fuites d'informations. Donc, donc là, il y a pas mal d'utilisation bureautique, d'intégration dans Word, dans Excel aussi, pour travailler sur des feuilles de calcul. Ça, je pense que ça va être de plus en plus automatisé au lieu de faire des formules Excel. Euh, Dans le domaine aussi des comptes rendus de réunion, par exemple une réunion Teams, on pourrait faire par exemple un résumé de ma présentation avec une IA, par exemple, ou nos échanges. Donc tout ça, et je pense, va se développer de plus en plus et particulièrement dans l'écosystème Microsoft qui est très présent en entreprise et à travers Copilot basé lui-même sur GPT. Donc oui, c'est le sens de l'histoire et comme on le disait, voilà, l'IA va être intégrée, je pense, de plus en plus, non seulement dans nos outils bureautiques, mais dans des outils métiers, dans des outils de veille aussi, si vous utilisez des outils de veille professionnels comme SynDub, Digimine, Curbot, Cabecrawl, pour en citer quelques-uns, et pardon pour ceux que j'ai pas cités, tous commencent à intégrer des IA, surtout pour justement cette partie résumé, analyse, extraction de connaissances. Donc tout ça va être de plus en plus intégré. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision sur le manque de transparence dans l'analyse des IA? C'est quand une IA fait un résumé, par exemple. Quand je dis analyse, bon, c'est un terme un peu générique qui inclut résumé, synthèse, extraction de connaissances. Bah, on sait, bon, derrière, ce sont des algorithmes, évidemment, qui vont extraire, toujours avec ces mécanismes d'attention, donc qui vont extraire des données et les reformuler sous forme de phrases rédigées par ces IA génératives. Euh, Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des omissions, des lacunes. Un humain aussi peut faire des erreurs, bien sûr. Si je fais un résumé d'un texte, bon, j'aurai certainement des biais, il y a des choses que je vais oublier ou des choses que je vais sous-estimer. Et, il y a un reproduit ces biais humains. Donc il peut y avoir dans l'analyse enfin, quand il y a produit une analyse, elle pourra commettre des erreurs ou des lacunes, mais on ne sait pas très bien comment elle aura généré. On n'a pas, on n'a pas très bien le mécanisme, on ne sait pas très bien comment elle génère ses résumés, synthèses ou analyses. Donc, et notamment, on n'est pas à l'abri de biais de toute nature, liés à des enjeux géopolitiques ou tout simplement des biais d'influence, pourquoi pas, qui pourraient être introduits avec l'apprentissage par renforcement dans les algorithmes de ces IA. Merci Véronique. Vous êtes nombreux à poser des questions. On ne pourra malheureusement pas répondre à tous. On a déjà débordé sur l'horaire. On va peut-être prendre une dernière question qui peut intéresser tout le monde avant de clore ce webinaire. Comment rester informé sur les nouveaux outils et les évolutions de l'IA?
Eh ben, en suivant bien sûr les techniques de l'ingénieur. Voilà, donc non, je crois qu'il y a une voilà, il y a une veille sur la veille justement, enfin une veille sur l'IA à mettre en place. Parfois, c'est un peu difficile. Moi, j'avoue qu'au mois de février, j'ai été un peu débordée par cette pluie d'annonces qui est arrivée d'un seul coup. Et puis c'est difficile aussi de prendre du recul, hein, parce on voit arriver plein de choses nouvelles et notre capacité d'absorption est parfois un petit peu limitée. Donc, bah alors là, bon, mais moi ça me rappelle, bon, je suis suffisamment âgée pour avoir connu les premières années d'Internet où on a eu pareil une accélération forte et puis après les choses se sont un peu tassées. Je pense que le scénario va se répéter d'une façon ou d'une autre. Donc c'est important de suivre effectivement des sources sérieuses, hein, comme les techniques de l'ingénieur qui font une veille, hein, justement sur tous ces sujets. Si je fais un peu d'autopromotion, je parlerai de mon ouvrage aussi, bien sûr, qui est sorti au mois de juin dernier. Donc évidemment, il y a des derniers développements qui n'y figurent pas, mais la méthode de veille demeure quand même pérenne. C'est-à-dire que l'IA, et je vais conclure là-dessus, ne doit pas nous faire oublier tout ce qui existait avant. Il ne faut pas oublier qu'on a un cerveau, d'une part, avec des neurones réels, et qu'on a des outils, des méthodes de veille automatisée, d'analyse, de raisonnement qu'on a depuis bien longtemps. Et l'IA peut être une aide par rapport à ça, mais ne va en aucun cas remplacer ce qu'on faisait avant. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation. On a eu beaucoup de premiers retours très positifs. Donc, on vous remercie aussi d'avoir suivi aussi nombreux. Vous êtes encore 400 alors qu'on a débordé de 10 minutes à nous suivre. Donc, voilà, un grand merci pour votre écoute et pour votre Merci à intérêt. vous. Suivez également, Véronique l'a rappelé, les techniques de l'ingénieur sur notre site. Nous avons régulièrement des webinars auxquels vous pouvez vous inscrire gratuitement. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis bonne veille avec ou sans l'IA du coup. Merci à vous. Merci Donatien et Marie-Caroline. Merci, bonne soirée à tous. Merci, Merci de vos compliments. Ouais, merci. au revoir.